10 mai 1940. Deuxième Guerre mondiale. Après une étrange période mêlant calme et attente depuis le début du conflit, les troupes allemandes commencent sérieusement leur offensive à l'ouest, tirant profit de la passivité criante des Français. Ces derniers sont dominés en 6 semaines, au point que la France demande l'armistice le 22 juin 1940. Les combats sont alors suspendus. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode consacré au régime de Vichy. Tout d'abord, un propos introductif. Je rappelle que pour cette série de vidéos, il s'agit de nous pencher sur l'histoire constitutionnelle française dans les grandes lignes, tout en rentrant parfois dans le détail. Mon idée, c'est tout simplement de pouvoir éclairer notre présent à la lumière d'événements passés. Et comme j'avais pu l'évoquer à la fin de la vidéo sur les régimes napoléoniens, il est préférable de contempler l'histoire sans commettre d'anachronisme, c'est-à-dire sans être biaisé par notre vision actuelle, faute de quoi on ne peut véritablement la comprendre. Pas toujours évident, je dois l'admettre. Souvent d'ailleurs, je m'aperçois que l'histoire, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, elle est davantage peinte en nuances de gris, plutôt qu'en noir et blanc. Peut-être d'ailleurs avez-vous eu ce sentiment jusqu'ici. Évidemment, tout en essayant d'être objectif, nous ne sommes pas des robots, on se fait une opinion et c'est tant mieux. Mais disons que ce que je vous dis là me semble personnellement être une approche plus saine pour accumuler les bons outils. Je vous dis tout ceci puisqu'aujourd'hui nous touchons à une période sombre de l'histoire de France, le régime de Vichy. Et l'on va s'y intéresser en essayant d'être neutre, sans s'enflammer comme ça peut être le cas avec ce moment historique. Je termine ce propos en précisant que pour illustrer cette vidéo, je vais rester assez sobre quant aux références aux partisans et amis du moustachu autrichien qui aime le logo Darty. Oui, je crois que vous avez compris de qui je parle. Parce que du coup, je ne sais pas à quel point YouTube censure ce genre de thématique et je n'ai pas envie de tout recommencer car la vidéo serait bloquée ou que sais-je. La chose étant dite, raccrochons les wagons. Dans l'épisode précédent, nous évoquions la Troisième République, long régime constitutionnel qui fut le cadre d'un essor parlementaire, toile de fond, de nombreux accomplissements historiques. Nous avions également dit que ce régime souffrait d'une grande instabilité ministérielle. Et comme souvent jusqu'ici, il ne supportera pas la défaite militaire. Plaçons-nous juste avant l'armistice du 22 juin 1940, le 16 juin. À cette date, le président de la République est Albert Lebrun, et a pour président du Conseil un dénommé Philippe Pétain. À cet instant, la France est en péril, mais pour autant, le personnel politique en place n'est pas issu d'un coup d'État ou d'une fraude. Tout est en règle à ce niveau. Suite à la débâcle de mai-juin 1940, la France est scindée en deux par une ligne de démarcation. La section nord est sous occupation ennemie, celle au sud étant dite libre. Il faut comprendre libre comme dépourvu d'occupation allemande, bien que la menace germanique demeure. Paris étant en zone occupée, tout comme Bordeaux, ville refuge du gouvernement pendant l'offensive allemande, ce dernier jette son dévolu, début juillet 1940, sur Vichy, une ville dans le département de l'Allier. Vichy propose 3 atouts. Elle est proche de la ligne de démarcation, elle est bien reliée à Paris par le chemin de fer, et c'est une station thermale disposant d'une infrastructure hôtelière développée, propice à l'accueil du personnel gouvernemental. Le régime politique qui va muter pendant la guerre tirera donc son nom de cette cité. Le 10 juillet, les 2 chambres du Parlement, réunies en Assemblée nationale, confèrent à Philippe Pétain les pleins pouvoirs, en particulier celui de rédiger une nouvelle constitution. La fin de la Troisième République a sonné. Alors, pourquoi un tel événement ? Premièrement, la France est en état de soumission et vient de perdre la guerre, du moins dans un premier temps. La situation est donc critique et exceptionnelle. Au grand mot, les grands remèdes. Deuxièmement, Philippe Pétain est en ce temps-là un héros national assez prestigieux. Il s'est notamment illustré durant la Première Guerre mondiale, notamment lors de l'importante bataille de Verdun. C'est un type déjà fort âgé qui apparaît comme suffisamment expérimenté et costaud pour gérer le pays en crise.
Il est prévu par la loi du 10 juillet que la nouvelle constitution garantisse certains droits, tels que le travail, la famille ou la patrie. Surtout, elle devra être ultérieurement ratifiée, confirmée par la nation. Autre précision, le vote du 10 juillet voit le oui l'emporter de manière absolument écrasante. 569 voix pour, 80 contre et 17 abstentions. S'il est manifeste qu'il y a eu un vote pour cette étape importante des pleins pouvoirs, que cela s'est déroulé sans violence, on peut aussi se demander si chaque votant s'est exprimé dans les meilleures conditions. On peut se demander si le vote n'était pas partiellement biaisé. Peut-être que nombre d'élus ont été paniqués face à l'état de la France, sans vision de l'avenir. Surtout, le vote ne s'est pas exactement déroulé dans les conditions requises par la Constitution, puisqu'il manquait notamment des élus. Il faut aussi préciser que le vote attribue à Pétain des choses imprévues par les lois constitutionnelles de 1875. En effet, l'Assemblée a délégué à Philippe Pétain l'exercice du pouvoir constituant, qu'elle ne pouvait justement pas déléguer. Donc, rien de parfait. Oui, mais quand est-ce que ça dérape ? Oh bah, on y vient. Au fil du temps, Pétain va bien exploiter les pouvoirs qui lui sont conférés, c'est-à-dire beaucoup. Il va même s'en arroger d'autres, se disant que finalement, la nation s'en fiche pas mal, qu'il mérite bien de concentrer les pouvoirs du simple fait de sa personne. Si concentration des pouvoirs il y a, cela signifie que Pétain est également l'organe législatif, les chambres étant muselées. De plus, il est l'émanation juridictionnelle de l'État, car il supervise le travail des magistrats et demeure à la tête de la police, celle-ci étant notamment orientée vers la répression de toute contestation politique. En pratique, il n'y a donc plus de séparation des pouvoirs. Mais on précisera qu'il n'est pas totalement comme Napoléon par exemple. Souvenez-vous, ce dernier concentrait certes les pouvoirs, mais il gouvernait sur fond de césarisme. Il justifiait sa pratique autoritaire sur le fait que le peuple, en bonne partie, le soutenait. Et c'est de là qu'il tirait toute sa légitimité, ce qui n'est pas le cas de Pétain. Il convient de préciser que Pétain persécute, lui, une partie de la population. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui l'appréciaient. Simplement que le peuple l'aime ou non, ça ne changeait rien, puisqu'il tirait sa légitimité de son propre prestige. Pétain va aussi personnaliser le pouvoir. Se développe progressivement un culte de sa personnalité, avec des portraits, des timbres à son effigie, ou encore des chansons en son honneur. Au fond, on peut donc remettre en question l'idée de souveraineté nationale. De plus, il peut bien évidemment justifier son action par le contexte pesant de l'époque, puisque l'Europe, puis le monde s'embrasent. Une autre manière de le comprendre, c'est que le pouvoir n'est plus impersonnel. Il est intimement lié à Pétain comme l'ongle et la chair. Certains éléments du régime de la Troisième République sont conservés, à l'instar du président du Conseil. Pétain aura alors un bras droit sur lequel s'appuyer, Pierre Laval. Ce dernier aura du pouvoir sans jamais cependant faire de l'ombre à Philippe Pétain. Au final, aucune nouvelle constitution ne verra le jour. Cependant, Pétain va imposer progressivement une idéologie, une conception particulière de la France, la Révolution nationale. En bref, sont répudiées toutes les choses établies sur fond de libéralisme et liées aux droits de l'homme, à l'esprit républicain. La Troisième République qui est d'ailleurs plus spécifiquement méprisée. Avec lui, il n'est pas question de restaurer la monarchie, mais plutôt une société hiérarchique, qui méprise les libertés individuelles. Il y a un gros rejet de l'individualisme. Il y a aussi l'idée que certaines catégories de personnes constituent une menace pour le pays. Les communistes, les francs-maçons et bien sûr en première ligne, les juifs. Et oui, car Pétain collabore sans problème avec l'ennemi, à savoir les... Bref, vous savez qui. Le 24 octobre 1940, à l'occasion de ce que l'on appelle l'entrevue de Montoire, Pétain rencontre même le méchant moustachu, celui qu'on appellera pour cette vidéo Rudolf Zickler. Il faut donc comprendre que, de gré ou de force, Pétain met en application l'économie générale de la pensée de Zickler, avec son lot d'inégalités, de discriminations, etc. et participe notablement à faire de la France un État satellite de l'Allemagne. Mais
Mais si toutes les bonnes choses ont une fin, il en est de même avec les mauvaises. Les troupes alliées, parmi lesquelles demeurent des Français hostiles au régime de Vichy, débarquent en Normandie et en Provence à compter du 6 juin 1944. Le général de Gaulle, emblématique meneur du mouvement résistant, arrive également en France. Au fil des mois, et ce jusqu'en mai 1945, avec la victoire finale des Alliés en Europe, les troupes allemandes ne feront globalement que reculer, et Pétain sera contraint de disparaître. À compter du mois d'août 1944, de Gaulle va prendre la France en main et établir le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Celui-ci aura la tâche immense, consistant premièrement à purger la France du régime de Vichy, et deuxièmement de la remettre sur les bons rails. Pour l'anecdote, Pétain avait bien confectionné une constitution, que les Allemands empêcheront de voir le jour. Il ressort de celle-ci qu'elle mêle tantôt des aspects de la Révolution nationale, et ce que l'on a décrit, tantôt des éléments assez novateurs et libéraux, qui seront réutilisés partiellement par les régimes postérieurs. Ironiquement, ce sont ceux avec qui il collabora activement qui l'empêchèrent de montrer un aspect un minimum positif et libéral de sa pensée. C'est ça, de parier sur le mauvais cheval. Philippe Pétain meurt en 1951 à l'âge de 95 ans. Bon, au final, c'est quoi le régime de Vichy ? Eh bien, c'est un truc assez unique, une chose innommée qui emprunte certains attributs de certaines façons de gouverner, le tout mélangé de manière un peu obscure. Obscur au point que l'on pourrait le qualifier de régime sui generis, c'est-à-dire qu'il crée sa propre catégorie de régime politique, dont il est le seul représentant. C'est pour ça que par l'appellation régime, on renvoie de manière vague à la pratique du pouvoir en France sous Pétain, car on peine à désigner précisément ce que c'est. Ce qui est certain, c'est qu'il est très autoritaire et arbitraire, au pouvoir concentré et personnalisé. Même si, tout compte fait, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, le régime de Vichy est une parenthèse constitutionnelle qui méritait que l'on s'arrête dessus pour cette série de vidéos, dont la fin arrive d'ailleurs gentiment. Cette émission est désormais terminée. Je vous remercie tous pour le soutien apporté jusqu'ici. Il y a encore des choses à améliorer, je pense, mais voilà, ça fait quand même plaisir et ça me motive pour poursuivre. Si vous souhaitez que l'on ne s'arrête pas en si bon chemin, alors n'ayez pas peur de partager ou d'aimer cette vidéo, la chaîne s'en portera très bien. La prochaine fois, on parlera de la 4ème République. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!